prolapsus valvulaire mitral a longtemps été considéré comme une maladie. Il s'agit en fait d'un symptôme qui recouvre plusieurs diagnostics possibles et un examen échographique complet permet de discerner justement ces différents diagnostics. Il s'agit essentiellement de voir la taille de l'oreillette gauche, qui est un facteur pronostic, mais également le comportement de l'anneau mitral, sa contractilité et bien sûr la présence d'une disjonction annulaire mitrale qui semble être un élément pronostic rythmique extrêmement important. Il faut avoir une attention particulière sur les feuillets de la valve mitrale, les indentations, l'épaisseur, la localisation du prolapsus, mais également sur l'appareil sous-valvulaire, les cordages et les piliers, puisqu'il y a un certain nombre d'anomalies congénitales qui se traduisent par des prolapsus et qui sont en fait des insuffisances mitrales congénitales. Il faut enfin avoir une attention très particulière aux lésions associées, en particulier aux lésions aortiques, dilatation, bicuspidie, et éventuellement anévrisme. Donc le prolapsus valvulaire mitral s'analyse très précisément en échographie, mais l'échographie fait partie de l'ensemble du bilan qui comprend généralement également l'IRM et parfois le scanner, donc une imagerie multimodale pour faire le diagnostic. Enfin, la génétique prend une importance particulière et un certain nombre de ces patients doivent déclencher une enquête génétique et peut-être dans le futur des prélèvements à la recherche de mutations qui nous aideront à démembrer les différents diagnostics qui se cachent derrière le prolapsus valvulaire mitral. L'évaluation du prolapsus valvulaire mitral repose sur la méthode de référence LAPISA. LAPISA permet d'apprécier les deux composantes, la composante anatomique avec l'évaluation du défect apprécié par la surface de l'orifice régurgitant et la composante hémodynamique appréciée par le volume régurgité. Cette technique comporte des limites, notamment lorsque la fuite est mésotélésystolique ou lorsqu'il existe plusieurs G. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à avoir une approche multiparamétrique en utilisant d'autres techniques telles que la méthode des volumes, le rapport des ITV ou l'appréciation du flux mitral diastolique. D'autre part, dans l'évaluation d'une fuite mitrale par prolapsus, il est important d'évaluer le retentissement de cette fuite mitrale en mesurant les dimensions des cavités ventriculaires gauches, la surface de l'oreillette gauche, la fonction systolique ventriculaire gauche. Ne jamais oublier l'évaluation de la valve tricuspide avec l'appréciation des pressions artérielles pulmonaires systoliques et bien évidemment passer en revue les autres valves, puisqu'en cas de fuite mitrale par prolapsus associée à une insuffisance aortique, beaucoup de paramètres ne sont pas valides. Alors dans ma présentation, j'ai parlé du risque rythmique ventriculaire des prolapsus valvulaires mitraux. Quand on regarde les recommandations les plus récentes, on dit qu'il y a encore beaucoup d'inconnus concernant cette évaluation du risque rythmique. Si on veut en tirer deux messages pratiques, il y a peut-être deux sous-populations de patients avec prolapsus valvulaire mitral qui ont un risque un peu plus important. Il s'agit d'une part des patients qui ont des anomalies à l'IRM au niveau du ventricule gauche, d'une part, et la deuxième sous-population, c'est ceux qui ont une disjonction de l'appareil mitral, c'est-à-dire un positionnement de cet appareil mitral plus bas que situé, plus non situé sur son emplacement habituel qu'on peut voir à l'échographie ou également à l'IRM. Et puis on espère avoir plus de données pour mieux stratifier le risque de ces patients qui est peut-être plus important que celui de la population globale.